Nous retrouvons nos chers invités au Russe d'Onkovi, Madame Sophia Kenyossi Adanou et Adam Adjronou pour la suite de Regards croisés. On reste toujours en Côte d'Ivoire, on donne la parole à Madame. On parlait de ces heures entre les forces de l'ordre et les étudiants grévistes. C'est à Bouaké, au centre du pays. Madame, vous êtes en train de poser certaines questions. Vous dites, est-ce que le gouvernement du président Ouattara a eu déjà à prendre langue avec les étudiants grévistes avant que les forces de l'ordre n'atterrissent sur l'université de Bouaké? Oui, donc pour couper court, je dirais que quelque part, on peut dire que bon, il y a des visées politiques derrière, mais quelque part, non, dans l'immédiat, on ne peut pas le dire. Il faut observer et attendre de voir dans les jours à venir, dans le développement, la suite de ces revendications, de ces négociations, pour voir vraiment ce qui est caché derrière. Mais tout de suite, je ne pourrais pas le dire, étant donné qu'il y a des revendications qui sont émises et que, bon, qui n'ont pas été satisfaites, mais il faut faire très attention que si ces revendications-là, c'est ça qui débouche aussi parfois sur des trucs, étant donné que on s'approche encore d'une échéance électorale donnée, donc du coup, il faut faire très attention pour que ça se calme. Ce qui est à éviter, c'est les casses. Il ne faut pas que quand on s'énerve à n'importe quel niveau, qu'on soit à n'importe quel degré de notre nervosité, il ne faut pas casser les choses. Parce que ça met du temps. La police ou bien les étudiants. La police aussi qui tire sur ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Donc du coup, tirer pour faire des blessés et puis bon, et voilà, et ce n'est pas bien du tout. Il faut toujours préconiser, voilà, ils sont excités, ils s'énervent, ils commencent pas à mener appelez-les calmement, discuter avec eux. Ils vont comprendre. Je ne pense pas que nos propres enfants ne vont pas nous comprendre quand on va leur expliquer que voilà notre situation et temporisez-vous, espérez jusqu'à tel moment, je ne crois pas. Mais si à chaque fois il faut toujours répondre avec la violence, quelqu'un amène la violence, je réponds aussi avec la violence, ça va se transformer en quoi? À un désordre donné. Donc il faut toujours se calmer, c'est le grand frère. Toujours chez nous ici en Afrique, qui se calme pour après appeler le petit frère pour dire bon voilà, ok. Donc c'est ça, donc il faut éviter ces genres d'affrontements à chaque fois où il y a des pertes de vies humaines, où l'école, le cursus, l'année scolaire est parfois bafouée et on ne sait plus quoi faire. Il faut éviter ces genres de choses. Alors Russe, est-ce qu'il y a saccage? Est-ce qu'il n'y en a pas? En tout cas, Jacob Ouattara, lui, il dit, il porte un sacré nom aussi, hein. Il dit qu'il y a saccage et la chose policière dit non. Bon, alors, le débat qui porte sur les violences, c'est des questions d'enquête. Il dit qu'il y en a pas, il dit qu'il y en a, la police dit qu'il y en a pas. Ben ok, il y a des caméras, ils vont faire des enquêtes. Ça c'est une chose. Que les jeunes veuillent manifester, il est tout à fait normal qu'ils manifestent et la manifestation doit pouvoir se dérouler sans qu'il y ait des violences physiques ou des violences matérielles. Ça c'est une chose. Maintenant, le débat qui veut qu'on cherche à savoir si ça a été politisé ou non, c'est un faux débat. Parce que, quelles que soient les universités du monde, vous avez des clivages politiques. Vous allez, je sais pas moi, aux États-Unis, vous avez à l'université des jeunes qui sont clivants, qui sont pro-démocrates et qui vont militer démocrates. Vous allez avoir des jeunes étudiants qui vont militer républicains. Et ils vont constituer, si vous voulez, les nouvelles semences du futur parti. Vous allez, en France, ça va être la même chose. Vous allez avoir des militants PS, des militants ainsi de suite de chaque parti. Donc c'est tout à fait normal. Et après, c'est tout à fait logique parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit, notamment en Afrique, de jeunes à qui on donne la majorité à 18 ans. Donc on dit à ces jeunes, vous avez 18 ans, vous pouvez voter. Si on vous donne la majorité à 18 ans pour voter, cela sous-entend que vous avez de la critique par rapport à la politique qui s'effectue dans votre pays. Donc vous avez, une capacité d'analyse de ce qui se fait politiquement ou de ce qui se fait structurellement dans le pays. Ben, il ne s'agit pas de aujourd'hui tu as 18 ans et aujourd'hui tu acquiers cette projection critique-là. Non, il s'agit de quelque chose qui vient avant. Donc qui vient dès le lycée, parfois dès le collège. Donc dans d'autres pays, on va voir des collégiens et des lycéens sortir militer pour l'écologie, sortir militer pour la paix.
on va voir des collégiens et des lycéens participer à des joutes, participer à du débat. Le leader du mouvement écologique, qui est une petite, j'oublie son nom, une petite fille, ainsi de suite, je pense qu'elle doit être au collège ou un truc comme ça. Je ne crois pas qu'elle soit au lycée. Donc c'est pour dire que il est tout à fait normal qu'à l'université, on puisse avoir du débat social, du débat politique, qu'on puisse être clivé politiquement, qu'on puisse être militant d'un parti politique. C'est tout à fait normal parce que c'est cela l'université. Et c'est partout. Lorsque vous avez en Taïwan des jeunes qui sortent, les jeunes qui sont fondamentalement opposés entre griffes aux prétentions chinoises, mais ce sont des jeunes Taïwanais. Vous allez à Hong Kong. Ceux qui sont sortis dans les rues pour militer pour les libertés, les libertés civiles à Hong Kong et ainsi de suite, ben ce sont des étudiants. Et à chaque fois qu'il y a eu dans le monde, une privation de liberté, il y a eu quelque chose qui était approximatif dans la légalité, vous avez vu les étudiants sortir. Et c'est normal qu'ils sortent parce qu'ils sont à l'université. Et justement, l'université, c'est, à mon sens, enrichir l'esprit critique. Le problème que nous on a en Afrique, c'est que on a des enfants qui sont en maternelle, qui ont de la créativité, qui ont de la semence critique. Ils vont rentrer au primaire, on va commencer à casser cela parce qu'on va commencer à les formater. Ils doivent bûcher et ils doivent rendre sans même avoir compris ce qu'ils sont en train de, de retenir. Et après, arrivé au collège, tout cela est copieusement cassé. Vous prenez du collège jusqu'au lycée, tout ce qui est esprit critique, réflexion, développement, ainsi de suite, c'est cassé. Et maintenant, à l'université, quand on rentre à l'université, ils vont rencontrer des professeurs qui viennent de tout horizon, qui viennent de compétences diverses, et qui vont maintenant leur inculquer, qui vont tout faire pour qu'ils aient la réflexion critique. Parce que sans réflexion critique, ils ne peuvent pas prétendre au métier qu'ils souhaitent demain. Et justement, c'est tout à fait normal. Quand ces étudiants-là, ils se réapproprient la critique. Parce que maintenant, ils vont commencer à réfléchir sur, comment l'université est gérée, comment l'État est géré, pourquoi tel réagit comme ça, pourquoi tel monsieur a détourné de l'argent, pourquoi tel endroit est insalubre, pourquoi l'agriculture. Mais forcément, vous allez avoir, de la jeunesse dynamique qui va poser des questions, qui va poser des réclamations. Et maintenant, en fonction de comment c'est organisé, dans les États où c'est bien organisé, vous allez avoir des étudiants qui vont être mouvement écologique et écologistes. D'autres qui vont dire, ok, d'accord, moi je veux rentrer, je veux devenir socialiste. Moi je suis ultra-libéral. Il y a même certains qui vont dire, oui, moi je suis de l'extrême. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure, je dis, Marion Le Pen était en première, deuxième année d'université, elle était déjà au FN. Vous prenez le fils Sarkozy, il était déjà à l'UNP. Pire, on le proposait comme responsable, comme président du patronat. Il était très jeune, je me souviens, deuxième année d'université. Ouais. Et ça avait fait débat en France. Donc comment est-ce que vous pouvez être des politiques, des politiques d'âge mûr, des professeurs d'université d'âge mûr, des ministres d'âge mûr, des présidents d'âge mûr. Vous avez fait la plupart ont fait leurs études dans ces universités européenne, occidentale, qui leur a permis justement d'avoir la possibilité la possibilité de revendiquer, de réfléchir, de se poser des questions, même de contester. Et maintenant, quand il s'agit de vos propres universités, vous refusez à cette jeunesse-là de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire, ok, moi j'ai telle tendance ou telle tendance. Moi je souhaite ceci, moi je souhaite cela. Vous refusez le débat même au sein de l'université. Vous voulez avoir les pépites qui sont censées récupérer, c'est-à-dire rehausser le niveau de réflexion politique, le niveau de réflexion sociale. Vous souhaitez les avoir quand ces étudiants seront au travail, auront fini leur carrière. La question peut-être à Adam Adjronou, on souhaite savoir... Vous savez, très souvent, ces manifestations-là, les institutions sont souvent dans une posture émotive. Vous savez, le baromètre d'appréciation de ces mouvements-là est lié, en fait, depuis des lustres à la grandeur des dégâts causés. Puisque d'abord, et c'est ce qui est calqué dans les mentalités très souvent des étudiants, en réalité, cela est posé pour interpeller en réalité le politique
sur, disons, la quintessence et la grandeur des revendications qu'il pose. Mais en même moment, moi je me dis, sur cette question-là, cela écorne sur toute la ligne, en réalité, disons, la valeur que l'on peut aujourd'hui poser sur ces revendications-là. Mais en même moment, je pense que lorsque vous prenez tous nos pays, pratiquement, ce sont des universités à budget autonome, etc. Ouais. Et comme je l'ai dit, lorsque vous prenez les universités entre elles, surtout dans un même pays, vous prenez la Côte d'Ivoire qui n'a pas une seule université, donc c'est presque une sorte de challenge entre eux. Et donc tout de suite, lorsque la question est posée comme telle, et je rappelle qu'avant d'en arriver à faire appeler donc, les forces de l'ordre pour canaliser une manifestation, c'est qu'il y a eu déjà peut-être des dérives. Tout à fait. Il y a eu des débuts de dérives. Et qu'on interpelle. Sinon, les universités, pour la plupart du temps, ne sont pas les forces de l'ordre et de sécurité qui les protègent. Il y a des gardiennats, des agents de gardiennat. Par exemple, au Togo, on a le copule qui essaie de faire, mais lorsqu'il est débordé, on fait intervenir donc la police. Donc, pour dire tout court que, en réalité, les gens sont toujours dans cette logique-là. Voilà d'ailleurs même ce qui fait intervenir la question politique dans ce débat et qui n'est pas normal. Ce n'est pas anormal, c'est normal, puisque déjà, je ne crois pas, comme venait de chuter sa chute, qu'un étudiant à l'université, ce n'est pas la fin de sa carrière qui puisse avoir dans des motivations politiques. Il doit les avoir et cela enrichit en réalité disons, le débat politique, mais également, et essaie également de nourrir ce vivier politique qu'on veut. C'est pas... On ne devient pas du jour au lendemain politique. Il faudrait quand même que cela s'apprenne. Malheureusement, en Afrique, on n'en a pas connu assez parce que lorsque vous prenez, par exemple, en France, vous prenez ceux qui deviendront les grands politiques, ceux-là. On le voit déjà à l'université. On voit leur part. Voilà. Or, chez nous, c'est mal vu. C'est déjà mal vu à partir du moment où vous affichez déjà des tendances politiques à l'université en créant peut-être ces mouvements de discussion qui n'ont rien de réclamation. Déjà, on commence déjà par se méfier de vous. Et c'est cette tendance-là dans toutes les universités africaines qui, à mon sens, n'est pas toujours bien. Parce qu'on a toujours à pouvoir orienter le débat sur une forme péjorative liée donc à ces orientations politiques que prennent dans ces mouvements. Mais à mon avis, moi, je pense que ce débat-là doit être déjà dépassé. On doit dépassionner le débat en disant que ce n'est pas mauvais en soi, mais également la bonne intention de ces étudiants-là doit aussi orienter et conduire à ce que l'autorité puisse comprendre la réalité des faits, au lieu, puisque le débat politique également est lié à des tendances qui s'entremêlent et qui ne sont pas pour la plupart du temps bénéfiques pour l'université. C'est d'ailleurs ce qui conduit à pouvoir donc aller à ces répressions-là entre GIF qui... en tout cas, de toutes les façons, quelles que soient les tendances affichées, aucun président d'université n'a tout de suite cette poursuite de vous réprimer parce qu'il veut vous réprimer, mais il vous réprime parce que les actes que vous posez ne vont pas dans le sens de la rationalité. On retrouve madame, et on prend la direction de Conakry, c'est en Guinée, où l'ex-président de la commission électorale est cloué pour enrichissement illicite. Pour expliquer mon sourire, madame, parce que ça fait une semaine, on était ici, c'était un ancien ministre qui était écroué. Et cette fois-ci, c'est le président de la commission électorale. On lui reproche des choses, quoi précisément, madame? Bon, blanchiment, et enrichissement illicite. Donc, voilà, pour ne citer que ces deux-là, et bon. Voilà des choses que la justice actuelle en Guinée n'aime pas. Voilà, l'une des priorités de Mamadi, du président Mamadi Doumbouya, c'est la lutte contre la corruption. Il a pioché, il a pris ou pas? S'il a pris... C'est ça la question fondamentale. Oui, s'il a pris, qu'il réponde. Où sont partis le reste de ce qu'on lui a confié à gérer? Où est ça? Donc quand on fait les enquêtes, on analyse les faits et on voit que vous aviez pris, vous aviez détourné ce à quoi les fonds doivent servir, ou bien on vous a confié à réaliser que... Bon, vous devez répondre. Ça, bon, on ne dira pas le compte. Oui, c'est dada. Donc du coup, ça va démotiver ceux qui
pensent que être aux commandes ou bien être aux rênes ou prendre les rênes d'une société ou bien d'une entreprise ou bien vous êtes à un poste donné, il faut racler les fonds, ce qui doit servir quand même au développement du pays, il faut les prendre pour soi et puis priver les autres de ces avoirs-là. Non, ça va démotiver, ça va déconseiller. Et puis, je crois que c'est une bonne chose. Ça va rétablir quand même je ne dirais pas une sainteté, mais ce serait sain. Un peu voilà, sain. un peu sain. Un peu. Donc, du coup, qu'il réponde, ex-président de la commission électorale, on dirait CENI, là. Donc, du coup, il cache beaucoup de choses. Nul n'est épargné en Guinée. Donc, ils vont tous revenir répondre de leur, excusez-moi, crime, entre parenthèses. Alors, Adam Adjronou, ce qui est sur la justice guinéenne va très vite. Hein. Et l'impression qu'on peut avoir, c'est qu'on est là peut-être à balayer la maison. Et on ne s'occupe pas pour le moment des choses que les gens disent prioritaires. Oui, tout est prioritaire. Hein. Lorsque vous prenez tous nos gouvernements, je pense que tout est prioritaire. On ne peut pas aujourd'hui, dans l'échelonnement des priorités, pouvoir prioriser un aspect en laissant l'autre. C'est vrai, nous l'avons dit, Mamadou Doumbouya était un stratège, il use des artifices énormes pour pouvoir le prouver. Vous savez, lorsqu'on prend l'institution de la commission électorale, comme dans tous les pays, ce ne sont pas des institutions figées, ce sont des institutions qui subissent des mutations énormes. Et on ne peut pas aujourd'hui être dans cette logique-là, pouvoir l'expliquer du fait qu'on veut peut-être dissuader le fait que les autres présidents qu'on aura donc à élire à la tête des commissions électorales ne puissent pas être dans cette même logique-là et avoir des élections assez indépendantes qui répondent aux aspirations profondes des Guinéens. Mais au même moment, je pense quelque part qu'il faut avoir une attitude assez mitigée sur cet aspect-là parce que quelque part, lorsque vous prenez la plupart des élections qui ont conduit d'ailleurs même à des mouvements désagréables que nous connaissons dans nos pays, les regards sont tout de suite orientés vers les commissions électorales. C'est vrai que les gens sont de nature mauvais perdants dans nos pays africains, il faut le reconnaître, parce que nulle part ailleurs, on ne peut pas avoir une élection assez parfaite. Mais moi, je me pose la question, j'ai toujours posé cette question de dire, pourquoi dans nos pays africains, on a toujours tendance à ne jamais accepter sa défaite? En réalité, on oriente cette défaite-là sur beaucoup d'autres artifices. En témoigne le fait qu'aujourd'hui, le président de la commission électorale, ça peut être les moyens mis à sa disposition, ça peut être des moyens qu'il a peut-être réclamés au niveau d'un certain nombre de partis politiques pour désorienter en réalité le verdict des urnes. On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il lui est reproché un certain nombre de choses. Et vous l'avez dit tantôt, lorsque nous voyons un peu la célérité avec laquelle cette justice-là va, on a comme l'impression que des gens étaient nommément cités sur lesquels on interpelle. Mais je pense qu'il y a des aspects factuels qu'il faudrait véritablement donc mettre sur la table, liés aux actes sur lesquels vous êtes interrogé. Donc de tout de suite, on ne peut pas dire que ce sont des choses fondamentalement inventées, mais sincèrement que ces gens-là sont accusés par le passé, mais sont protégés également par ces gouvernements-là que nous avions connus, et qui font que n'ont jamais répondu de leur acte. Et dans l'opinion, cela décrédibilise en réalité la gouvernance, ce que ne veut pas aujourd'hui Mamadou Doumbouya, et qui fait en sorte que ceux-là, si entre-temps vous avez été indexé sur un acte, il faudrait quand même que vous répondiez, du moins même si c'est dissuasif, il faudrait que vous répondiez pour qu'on sache plus ou moins la vérité. Alors, on peut applaudir la justice guinéenne, mais Auruste Donkovi, pour le moment, sur la répression, on n'entend rien. Est-ce que les militaires aussi vont répondre un jour? Je le souhaite. Après, si vous voulez, normalement, ce qui s'est passé en Guinée aurait dû être un épiphénomène, parce que normalement, ça aurait dû être quelque chose de fait. C'est-à-dire, c'est ce qui est un peu dramatique, nous, au niveau des États africains, parce que, si vous voulez, on fait des choses un peu à l'image de 200 ans de colonialisme. Je m'explique. En Europe du Nord, chaque personne peut consulter ce que les responsables du gouvernement ont utilisé aux frais de l'État.
C'est-à-dire que si par exemple un ministre va par exemple dans une ville et que il n'était pas normal qu'il utilise une tasse de café, qu'il prenne une tasse de café aux frais de l'État, vous pouvez porter plainte. Et pour ça, en Europe du Nord, des gens ont perdu leur travail, tout simplement parce qu'on a acheté peut-être une tasse de café ou on a pris une boîte d'allumettes, on a mis aux frais de l'État. Donc on estime que non, mais vous n'êtes pas viable. Nous, en Afrique, on trouve ça exceptionnel que l'on puisse attaquer quelqu'un qui a la responsabilité profonde de la gestion de nos élections, des élections qui périodiquement sont contestées, entraînent des morts, entraînent sur 10, 5, 15 ans énormément de litiges. Mais c'est terrible parce que ce monsieur qui a, pour moi, quelqu'un qui a la commission électorale et qui est condamné pour détournement de fonds, pour moi c'est même plus grave que le petit entrepreneur qui va faire un petit détournement ou bien quelqu'un qui va faire un détournement de la banque, parce qu'il s'agit d'élections, élections présidentielles, législatives. On vole la représentativité des gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire on sabote leur droit légitime à être représenté et s'exprimer. Donc, à cause de cela, parce que ces gens ne vont pas être représentés, demain, vous allez avoir dans une partie du pays des gens qui vont dire « je fais sécession ». Ou bien vous allez avoir des terroristes. Ou bien vous allez avoir des investissements détournés. Ou soit vous allez avoir des sociétés qui vont venir s'installer, qui vont exploiter les populations à leur désavantage. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, je suis partagé sur le thème applaudissement parce que pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû se faire. Donc, mettons que il ne s'agit pas d'excellence, il s'agit de retrouver un temps soit peu quelque chose à la normale. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus grave que de traficoter des élections. Souvent, je dis un truc sur le plateau, je dis, en Afrique, on est laxiste sur certaines choses. Pourquoi ? Parce que on est très paresseux en ce qui concerne transmettre notre histoire et transmettre le bilan qu'a été notre avancée vers l'indépendance. Combien cela nous a coûté ? À l'extérieur, on transmet cela, raison pour laquelle on ne blague pas avec les élections. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas frauder. C'est absolument pas ça. Ils aimeraient bien frauder. Ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas parce que ils ont conscience que remettre en question l'appareil électif, remettre en question une certaine organisation, c'est aller directement vers la guerre. Quand vous prenez l'histoire des États-Unis, vous prenez l'histoire de la Chine, vous prenez l'histoire du Japon, vous prenez l'histoire qu'on appelle de l'Europe dans la plupart des pays européens occidentaux dont on copie la démocratie, il faut comprendre que ce qui tient de l'élection, de la représentativité, a été acquis dans le sang. Si on ne s'entend pas sur ce point-là, c'est pas la peine. Ça a été acquis dans le sang. C'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de morts pour atteindre cela. Donc, il y a un accord tacite où tout le monde comprend que lorsque vous violez cela, vous verrez les gens dans la rue. Vous avez vu pour Trump, quand les gens ont soupçonné qu'il y a eu des tripatouillages aux élections, vous avez vu les gens sortir avec des armes. Et vous avez vu la commission, bien qu'ils ont reconnu l'élection de Biden, vous avez des commissions actuellement qui étudient pour voir si on n'a pas touché quelque part à la représentativité. Pour la communauté afro-américaine, c'est la même chose. Dès que vous touchez, vous dépassez une ligne, vous voyez les gens sortir dans la rue. Et en Afrique, justement, on accepte le fait qu'on puisse toucher à la question de l'élection, toucher à la question de la représentativité, parce qu'on ne transmet pas ce qu'on a perdu pour cela. Quand par exemple, je prends le cas par exemple, pour le cas de la Guinée, pour le cas de la Guinée, ok, comment on appelle, le protectorat, quand le français arrive en Guinée, le protectorat, en termes de vies humaines, combien ça a coûté ? Les villages saccagés, les personnes massacrées, les têtes coupées qu'on envoie dans des musées, on met dans le formol. Quand on prend après le protectorat,
on abolit l'esclavage, on dit ok, la colonisation donc des années 1800 jusqu'à à l'indépendance en 58. Qu'est-ce que ça a coûté? Des villages vidés, des chefferies changées, des gens massacrés, travail forcé, impôt de capitation. Et qu'est-ce que ça a coûté? Et maintenant, à partir de 58 jusqu'à maintenant, tout ce qu'il y a eu en termes de révolution, de massacre, les personnes violées dans les stades, les femmes qui sortent pour demander où sont leurs enfants sur lesquels on tire et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça a coûté? Lorsque vous entendez sur ce que ça a coûté, je peux vous assurer que le jour où on met quelqu'un qui doit s'occuper des élections, de la représentativité, lui-même il comprend que à la moindre connerie, les gens vont sortir. Les gens vont réagir. Et il comprendra que non, il ne doit pas se compromettre. C'est-à-dire il a un poste stratégique où il ne doit pas se compromettre. Dans les autres aussi, on a de la corruption, dans les banques, les entreprises et ainsi de suite. Mais quand il s'agit d'élections, c'est autre chose, vous voulez dire. Compter les voix, ils n'osent pas. Parce qu'ils savent que non, dès qu'il y aura contestation, mais ce sera massacre, ce sera dispute, ce sera guerre. Vous voulez ajouter quelque chose? 30 secondes, s'il vous plaît. Et que le même président de la commission électorale, il fait partie de ceux qui, en 2018, ont ordonné à ce qu'on mate les manifestants qui ne voulaient pas que Alpha Condé tripatouille la Constitution pour qu'il se représente encore pour une troisième fois. Et il a dit qu'il ne faut pas mater avec le bâton, mais avec les armes. Donc, et les militaires ont maté. Donc, du coup, quand on parle aussi des fois que Mamadi Doumbouya, M. Mamadi Doumbouya fait partie de ceux qui ont maté et cette rébellion en ce temps-là. Et vous avez dit que lui aussi va répondre un jour. Donc ici, il est en train de prendre les gens comme ça. Bon, je crois que avec le temps, ce dossier-là sortira aussi parce que c'est déjà sorti. Il n'est pas que poursuivi ou bien pour détournement, mais il y a aussi le blanchiment d'argent aussi qui est dedans. Donc du coup, je crois qu'il est dans pas de bonne posture et qu'il faut assainir un peu. Vous voulez ajouter quelque chose le temps qu'on doit 30 secondes? Peut-être pour répondre à ce qu'évoquait tantôt Horus sur la sommation de ce qu'a coûté notre marche commune vers l'indépendance, surtout dans nos pays africains. Moi, je pense que cela n'est pas disons, un aspect que devait peut-être décréter un président de la République. Vous regardez l'aspect là, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve à Adam Adjronou, Horus Donkovi et Madame Sophia Kenyonsi Adanou.